Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été reçu en audience par le président russe Vladimir Poutine. Le colonel Assimi Goïta a salué l'excellente coopération Russie-Mali, la fiabilité et la sincérité de l'amitié avec la Russie. Yaya Konaté nous fera le point depuis Saint-Pétersbourg. Demain, 31 juillet 2023, l'Afrique célèbre ses femmes pour leur courage et leur combat pour l'épanouissement du continent. Cette célébration est appelée Journée panafricaine de la femme. Cette année, le thème est le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'invité de ce 13h sera Maïmouna Aïdara, la présidente directrice générale de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf. Avec elle, on parlera des potentialités du transport fluvial pour le Mali. Le premier bateau a pris le départ depuis Mopti. Hors du Mali, au Niger, des milliers de manifestants ont pris d'assaut ce matin la devanture de l'ambassade de France à Niamey, réclamant le départ des troupes françaises du pays. Pendant ce temps, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté et inculpé. Pas moins de 7 chefs d'accusation sont retenus contre le leader du PASTEF. Et puis, ce dimanche, les Centrafricains sont appelés aux urnes pour voter oui ou non en faveur de la nouvelle constitution portée par le président Faustin Archange Touadéra. En sport, Famurou Djourté sera là pour toute l'actualité sportive. Football, basketball et handball seront au menu. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 31 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, en Russie après le sommet Russie-Afrique qui a pris fin ce vendredi, hier, premier face-à-face entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président de la transition a été reçu en audience par Vladimir Poutine. Le président russe souhaite renforcer et consolider la coopération Russie-Mali dans tous les domaines et en intensifiant les échanges commerciaux. De son côté, le président de la transition, Assimi Goïta, a salué l'excellente coopération tout en se réjouissant de la qualité et de la fiabilité du partenariat avec la Russie. Le récit de cette audience est avec nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, Yaya Kounati, Adaman Kamara et Abdul Salam Bambara. Après plusieurs entretiens téléphoniques, enfin un face-à-face Assimi Goïta, Vladimir Poutine. Deux chefs d'État qui se vouent un grand respect mutuel, le président Goïta considérant la Russie comme un grand ami du Mali et le président Poutine parlant du Mali comme un des partenaires clés de la Russie dans la région. Résolus à maintenir le dialogue et à faire passer les relations à un niveau supérieur, les présidents maliens et russes, entourés de leurs proches collaborateurs, ont passé en revue tous les aspects de leur coopération. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Tout en saluant la coopération dans le domaine universitaire qui a largement contribué à la formation des élites maliennes, Vladimir Poutine a réitéré l'annonce pour notre pays de nouvelles livraisons de biens alimentaires. Décision d'ailleurs saluée par le président Assimi Goïta qui, d'entrée de jeu, met en avant l'importance des relations historiques particulières qui unissent les deux pays. Des relations basées sur des valeurs communes que sont le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant de Moscou à la transition malienne, dira le chef de l'État, est le reflet d'une grande amitié et de l'engagement personnel du président Poutine pour le retour de la paix au Sahel en général et au Mali en particulier. Parlant du processus de refondation en cours, le président Goïta assure qu'il permettra de jeter les bases d'un développement harmonieux conformément aux aspirations des populations maliennes. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre,
La signature ces 2 derniers jours de 4 accords dans le domaine de la coopération économique, judiciaire et de l'enseignement supérieur prouve à suffisance notre volonté commune de hisser cette coopération à un niveau très élevé. Le chef de l'État n'a pas en outre manqué de louer la fiabilité du partenariat militaire qui lie les 2 parties. Je tiens à vous retirer ma haute appréciation de la fiabilité du partenariat militaire avec votre pays qui a permis au Mali de recouvrer progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, mais également à nos forces de défense et de sécurité d'opérer en toute autonomie et en toute liberté d'action. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos sincères remerciements pour la livraison récente à mon pays de 50 000 tonnes de blé. Cette marque de solidarité de la Fédération de la Russie s'est également manifestée par votre décision de faire du Mali l'un des 6 pays bénéficiaires du prochain don de céréales. Face aux hostilités que suscite le partenariat entre Moscou et les capitales africaines, particulièrement le Mali, le colonel Goïta propose une réponse coordonnée et concertée. Au regard du contexte international particulièrement tendu, de nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie et veulent nous sanctionner pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. L'amitié russo-malienne ne souffrira d'aucune instrumentalisation, dira le président Goïta, qui a exprimé la solidarité du peuple malien envers celui de Russie, un pays dont la présence aux côtés du Mali inspire au chef de l'État l'adage selon lequel c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis, des amis qui font aujourd'hui montre d'une grande identité de vue sur les questions internationales. Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Adama Kamara, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. Nous restons toujours à Saint-Pétersbourg où hier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré les Maliens vivant en Russie. Ils sont étudiants, militaires, particuliers à porter le drapeau de notre pays en Fédération de Russie. Au cours des échanges, nos compatriotes ont fait part de leurs préoccupations, notamment les frais de bourse pour les étudiants et les tracasseries sur le plan administratif, entre autres. Le colonel Assimi Goïta a pris bonne note des préoccupations tout en leur demandant de retourner au pays à la fin de leur formation puisque le pays a consenti d'énormes efforts pour les envoyer pour se former. Le président de la transition leur a expliqué également la vision et les grandes lignes de la transition pour la refondation de notre pays. Cette rencontre avec les Maliens de Russie a été suivie par nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, Ibrahima Traoré et Abdul Salam Bambara. Le président de la transition à l'écoute de ses compatriotes établis en Russie. Ils sont environ 1200 à travers le pays et près de 100 à Saint-Pétersbourg. Ce sont des étudiants, des militaires en formation et des résidents. Face au chef de l'État, ils affichent leur soutien à la transition et égrènent quelques préoccupations. Kadiatou Sangaré, présidente de l'Association des étudiants et stagiaires maliens à Saint-Pétersbourg. Permettez-moi d'insister sur le problème majeur qui est le montant de la bourse. C'est très difficile de vivre ici. Ça, c'était le problème majeur que nous voulions vous faire part. Alou Tunkara, vice-président du Conseil des Maliens résidant en Russie. Je voulais parler un peu aussi des problèmes au niveau des résidents et des immigrés. C'est que lié aux documents administratifs qu'ils ont, qu'ils doivent obtenir de l'État malien, qui prennent du retard souvent pour que vraiment les gens puissent s'en procurer. Professeur Issa Togo, président d'honneur du Conseil des Maliens résidant en Russie. Toute la jeunesse, pas seulement du Mali, on entend parler un peu partout de toute l'Afrique. Nous sommes fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous sommes prêts à vous accompagner parce qu'on n'a qu'un seul Mali, c'est notre dénominateur commun. On n'a pas d'autre. Présentant sa juridiction qui couvre 12 pays, l'ambassadeur du Mali en Russie n'a pas manqué de magnifier l'excellence des relations entre Bamako et Moscou. Une coopération, selon lui, respectueuse des principes qui guident l'action publique au Mali. Colonel-major Seydou Kamisoko, ambassadeur du Mali en Russie. La communauté malienne en Fédération de Russie a suivi également avec beaucoup de fierté et d'intérêt vos décisions courageuses dans le cadre de la refondation du Mali.
libère le génie créateur du peuple malien qui relève les défis dans tous les domaines, tout en suscitant chez tous les Africains l'espoir d'une Afrique qui se libère. Le président de la transition s'est adressé en Bamanakan à ses compatriotes en rappelant les grandes actions et les ambitions de la transition dans tous les domaines. Après la sécurité, d'énormes efforts sont consentis maintenant pour développer le pays. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous exploitons les voies et moyens avec la Russie pour développer notre pays. Quand le Mali était sous embargo, les ministres en charge des affaires étrangères, de l'économie et de la défense ont effectué plusieurs voyages ici pour solidifier davantage notre relation avec la Russie. Grâce à ces voyages, nous avons trouvé une solution à nos problèmes de céréales, d'engrais et de la relance du train. Nous travaillons maintenant dans le cadre du développement car il n'y a pas de sécurité sans développement et vice-versa. Toutes ces actions visent à refonder l'État pour un Mali nouveau et le président de la transition compte sur chaque Malienne et chaque Malien. Le pays compte sur chacun de vous. L'une de nos grandes priorités reste l'éducation, car elle est indispensable au développement. Faites tout pour revenir apporter vos pierres à l'édification de la nation. Cela est très important parce que le pays consent des efforts pour que vous puissiez aller étudier à l'extérieur. Alors, vous devez revenir au pays, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Répondant aux préoccupations formulées, le chef de l'État dit prendre bonne note. Le gouvernement sera aux côtés de tous les Maliens à travers le monde dans la limite de ses moyens, rassure le président Assimi Goïta, Saint-Pétersbourg, Ibrahima Traoré, Abdul Salam Bambara, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons hors du pays. Au Niger, des milliers de manifestants ont pris d'assaut ce matin la devanture de l'ambassade de France à Niamey. Ils réclament le départ des troupes françaises du pays avec des slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes. Le Niger n'est pas un département français. Libérer notre pays, on ne veut pas une présence française ou encore dégager la France. Ces manifestants avaient aussi des drapeaux russes et des photos du président Vladimir Poutine appelant la Russie à soutenir les nouvelles autorités du Niger. Justement, 2 sommets sont organisés ce dimanche dans la capitale nigérienne pour évoquer la situation au Niger. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se réunissent pour en parler. Nous accueillons en direct Noum Sissoko. Noum, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. L'objectif affiché de ce double sommet est de contraindre le nouvel homme fort du pays, à savoir le général Abdourahmane Tchani, à rendre le pouvoir. Un nombre record de chefs d'État de la sous-région sont attendus au double sommet d'Abuja. Parmi eux sont déjà annoncés l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Sénégalais Macky Sall. Ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui vont se réunir dans un premier temps. Le dirigeant nigérien renversé est le président en exercice de l'Union. On s'attend à une suspension du Niger et probablement à l'annonce de mesures pour contraindre les nouvelles autorités de Niamey à libérer le président Mohamed Bazoum et à rendre le pouvoir. Suivra le sommet de la CEDEAO. Mohamed Idriss Déby, dont le pays n'est pas membre de l'organisation, est également invité. Le Tchad partage une frontière commune avec le Nigeria, mais également avec le Niger. C'est peut-être une indication de ce qui sera au cœur des débats. À la veille du sommet d'Abuja, dans plusieurs capitales de la sous-région, le discours était clair. Ne pas entériner le coup d'État et montrer plus de muscles si nécessaire. Lorsqu'il prenait la tête de l'organisation sous-régionale il y a quelques semaines, le président nigérian Bola Tinubu a été clair. Pour prendre le pouvoir, il faut aller aux élections. Les coups d'État ne passeront plus. Noum Sissoko, du côté du pouvoir actuel au Niger, on a déjà réagi face à ce double sommet. À Niamey, le général Tchani, cerveau du putsch, a réagi à l'annonce d'un sommet de la CEDEAO. Samedi, à la télévision nationale, un porte-parole a lu un communiqué du général Tchani dans lequel il a dit soupçonner la CEDEAO de préparer un plan d'agression contre le Niger. Nous mettons en garde la CEDEAO et ses alliés contre toute intervention militaire à Niamey. En conséquence, nous serons obligés de nous défendre jusqu'à la dernière énergie.
Selon ce communiqué, Ousmane Dao. Merci Nouhoum Sissoko. Vous serez avec nous très prochainement l'évolution de cette situation au Niger. Pendant ce temps, au Sénégal, arrestation vendredi et inculpé hier Ousmane Sanko, le leader du parti PASTEF, par le procureur de la République du tribunal de Dakar, Lansana Keita. Vous avez suivi ce dossier avec nous. Alors, quels sont les chefs d'accusation retenus contre l'opposant sénégalais Ousmane Sanko? Le procureur de la République a retenu 7 chefs d'accusation contre le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko. On peut retenir appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres visant à compromettre la sécurité publique de l'État et visant à créer des troubles politiques graves. La liste n'est pas exhaustive, Ousmane Dao. Des preuves manifestes selon le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar. Il a désigné Ousmane Sonko comme l'instigateur de propos de toutes sortes appelant à des violences et des saccages qui ont touché le Sénégal depuis 2 ans. La réaction est très vive du côté du PASTEF, son parti, qui s'est vu refuser l'accès à son siège où il voulait tenir un point de presse, et le domicile du porte-parole de la coalition du pouvoir a été pris à partie par des manifestants qui l'ont partiellement incendié. Les autorités ont déployé des forces de l'ordre hier dans la soirée pour disperser les manifestations sporadiques qui ont éclaté en banlieue de Dakar. En tout cas, Ousmane Dao, cette affaire Ousmane Sonko est loin de son aboutissement. Après le Sénégal et le Niger, direction de la République centrafricaine, où les Centrafricains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution proposée par le président Faustin Archange Touadéra. Environ 1,9 million de personnes sont appelées aux urnes ce dimanche. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile ainsi que quelques groupes rebelles ont appelé à boycotter ce scrutin référendaire. Pour en parler, nous accueillons Mohamed Sangari. Mohamed, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Pourquoi cet appel des différentes organisations à boycotter ce référendum? Oui, Ousmane Dao, il dénonce une mascarade illégale car l'article 67 du projet mis au vote ce dimanche propose ainsi de remplacer le quinquennat renouvelable une fois par un septennat renouvelable sans limitation. Si ces promoteurs affirment que le chef de l'État n'a jamais dit qu'il souhaitait rester et que ce n'est pas le sujet central. Ils reconnaissent comme le directeur de campagne et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste Ngamana, que la victoire du oui remettra le compteur à 0 et autorisera le locataire du palais de la Renaissance à briguer un 3e mandat lors de la présidentielle prévue à la fin de 2025. Autre élément fortement contesté, l'interdiction de la binationalité par l'article 10 et la définition de ce qu'est un centrafricain d'origine, un terme plusieurs fois utilisé dans les tests. Le centrafricain d'origine serait donc la personne née de parents détenant la nationalité centrafricaine, même si ceux-ci ne sont pas nés de parents eux-mêmes centrafricains, comme le proposait une première version, un concept xénophobe pour Martin Zéguélé, ancien Premier ministre. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, l'interdiction pour les binationaux de concourir aux élections est une simple mesure de souveraineté pour éviter les conflits d'intérêts, alors qu'au moins 2 figures de l'opposition détiennent un second passeport, comme par ailleurs de très nombreux cadres du pays, ministres inclus. Ce test est éminemment chrysogène, synthétise une des figures de la société civile locale vent debout contre cette constitution. Ousmane Dao. Merci Mohamed Sankari. Au Maroc, à l'occasion de son discours marquant l'anniversaire de son accession au trône ou fête du trône, hier soir, le roi Mohamed VI souhaite un retour à la normale avec l'Algérie en déclarant, je cite, « Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une rouverture des frontières entre nos 2 pays voisins et nos 2 peuples frères. » Fin de citation. Les frontières sont fermées depuis 1994 entre les 2 pays. En août 2021, l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc. Le roi Mohamed VI a également salué l'exploit de la sélection nationale de football du Maroc au Qatar à la Coupe du Monde en décembre 2022, qui devenait la première équipe africaine à être en demi-finale d'une phase finale de Coupe du Monde. Il
s'est également réjoui de l'initiative du Maroc qui a décidé de présenter sa candidature commune avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. En Colombie, le président Gustavo Petro a annoncé hier soir l'arrestation de son fils aîné Nicolas Petro, accusé de blanchiment d'argent et d'enrichissement illégal. Le parquet a également confirmé l'arrestation. Nicolas Petro est accusé d'entretenir des liens avec des narcotrafiquants et des contrebandiers, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle de son père il y a 2 ans. Aux États-Unis, la semaine prochaine, l'ancien président américain Donald Trump pourra une nouvelle fois être inculpé pour son rôle dans l'attaque contre le Capitole. Mais l'ancien président continue ses déplacements sur la route de la campagne pour la présidentielle. Hier, il était en Pennsylvanie et a réaffirmé vouloir continuer cette campagne malgré ses inculpations. Je l'annonçais dans les titres, les femmes d'Afrique célèbrent demain lundi 31 juillet la journée panafricaine de la femme. La commémoration de cette journée est un souvenir de la contribution des femmes d'Afrique aux luttes d'indépendance et une reconnaissance du rôle essentiel qu'elles ont joué. Le thème de cette année est le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. À l'occasion de la journée panafricaine de la femme, je vous propose la synthèse du discours de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, avec INABA. Les femmes ont toujours été en première ligne pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne leur capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. Le chemin reste encore long car l'égalité homme-femme n'est pas perçue comme un créneau de développement et les facteurs socio-culturels pèsent beaucoup sur elle. La violence basée sur le genre est toujours d'actualité. Dr Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le rôle de l'OPF n'est pas seulement historique. Il s'inscrit dans la continuité en vue d'améliorer les conditions de vie de la femme, d'assurer son intégration aux organes de prise de décision à travers une meilleure utilisation de ses compétences et faire ainsi de l'Afrique un continent de prospérité, de liberté, de démocratie, de paix et de justice. Cette année 2023, la journée est célébrée sous le thème « Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ». Ce thème vise à amener les États membres à accélérer sa mise en œuvre. Dr Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La ZLECAf vise la création des marchés uniques africains caractérisés par la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des investissements et la promotion de l'intégration économique en vue d'atteindre des objectifs socio-économiques durables et inclusifs, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, l'industrialisation, le développement agricole et la sécurité alimentaire. L'Organisation panafricaine des femmes a été créée le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie. De nos jours, c'est le Mali qui assure la fonction de vice-présidence de l'organisation. Oui, les femmes, on continue d'en parler puisque l'invitée de ce 13h dimanche est la présidente directeur générale de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanav. Madame la présidente directrice générale, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Il s'agit de Maïmouna Aïdara. Madame, le top départ des activités au titre de l'année 2023 de la Comanav a été donné à Mopti. Pourquoi le choix de Mopti? Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez par rapport au lancement de la campagne 2023-2024. Le choix de Mopti, c'est que Mopti est une zone assez immense. Et l'accès, le fleuve, Mopti est servi à 2 niveaux. On a le fleuve, le Djoliba et le Bani qui se retrouvent juste au Kémam de Mopti. Donc, ce qui fait que au niveau de Mopti, le niveau de l'eau est assez élevé. Donc, ce qui favorise le début de la campagne à ce niveau.
parce que de toutes les façons, l'accès de Mopti est encore plus facile parce que vous avez les routes qui acheminent vers Mopti pour que le désenclavement puisse se faire sur les autres localités à travers le fleuve. Cette année, au niveau de la Comanaf, vous prévoyez pour cette campagne 2023 de transporter 14 500 passagers et 9 370 tonnes de bagages et de marchandises, un potentiel énorme. Mais pourquoi ce potentiel est sous-exploité au Mali? Un potentiel exploité, sous-exploité, on peut dire parce que il y a la saisonnalité qui joue sur l'activité. Et vous savez qu'on est tributaire de l'eau du fleuve. Donc, ce qui fait que c'est sur les 6 mois sur l'année que nous faisons notre navigation. Sinon, si on avait une navigation pérenne, sur les 12 mois, on allait aller à plus que ce niveau. Donc, c'est la saisonnalité qui nous pénalise surtout. Justement, pourquoi les cours d'eau et les fleuves au Mali ne sont pas navigables pour toute la saison? Bon, la navigabilité peut durer plus que ça si le chenal est entretenu à hauteur de souhait. Et ça peut aller jusqu'à 9 mois. Donc, si le chenal est entretenu, même si tout le tronçon Koulikoro-Gao n'est pas navigable, il peut y avoir une navigation saisonnière jusqu'à 9 mois. Ce qui va permettre à nos routes de pouvoir beaucoup plus souffler. Parce que vous savez que le transport de masse, le transport fluvial est un transport de masse. Donc un transport de masse diminue les charges sur les routes. Nous transportons beaucoup plus de fret qu'une route ne pourra faire en un seul voyage. Madame, vous êtes la présidente directrice générale de la Comanaf, la compagnie malienne de navigation fluviale. Aujourd'hui, l'ensablement constitue un goulot d'étranglement pour la navigabilité. Quelles sont les politiques pour faire face à cet ensablement du fleuve Niger et des cours d'eau? Tout à fait, parce que nous sommes dans une zone sahélo-saharienne et le fleuve Niger traverse dans sa courbe le niveau sahélo-saharien. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a l'ensablement. Mais avec les plus hautes autorités nous ont érigé un établissement public à caractère industriel et commercial. Et il y a pratiquement un mois de cela, c'était le 4 juillet, la loi a été promulguée par le président de la transition. Donc, à travers ça, la Comanaf aura l'exploitation et l'entretien du chenal. L'entretien du chenal, ce serait un entretien périodique des zones critiques, parce que c'est nous qui sommes sur la voie et à travers cela, nous pouvons connaître les zones critiques qu'on peut au moins vraiment draguer et réaménager les quais pour qu'il puisse y avoir moins de dégâts ou moins d'embourbement, comme on le dit, d'échouement. Parce que dans notre terme technique, c'est l'échouement qu'on dit quand un bateau se met sur les bancs de sable. Donc, à travers l'érection de la compagnie, nous allons, avec l'accompagnement de l'État, pouvoir vraiment atténuer les souffrances auxquelles le transport fluvial est confronté. Madame, 14 500 passagers, 9 370 tonnes de bagages et de marchandises. Est-ce que le Mali dispose d'une flotte consistante et conséquente pour faire face à tout ça? La compagnie malienne de navigation a 3 grands bateaux, comme on l'appelle les bateaux courriers. Et nous avons 130 tonnes en cale dans ces bateaux courriers. Donc, ça fait du transport de fret et du transport de passagers, avec des capacités de 300 passagers dans les bateaux courriers. Nous avons 2 bateaux express, comme on les appelle les petits bateaux, qui ont 60 passagers dans le bateau. Donc, nous avons deux voyages du bateau par semaine. Pour les bateaux le mardi et le vendredi. Et le grand bateau, c'est chaque mardi, le bateau quitte pour aller à Gao. Donc, tout ce tronçon, vous imaginez, les 300 passagers, les 60 passagers à l'aller et au retour, nous avons les capacités de pouvoir transporter l'estimation qu'on a pu faire par rapport à la campagne. Et pour le fret, nous avons, comme je l'ai dit, les 130 tonnes en cale de 3 grands bateaux. Nous avons un méditant, le pousseur, comme on l'appelle, le pousseur qui peut pousser
220 000 tonnes de fret. Nous avons le Sony qui peut transporter 330 000 litres de fret liquide, du carburant, si je me fais comprendre. Donc, avec tous, nous avons 18 barges. Et les 18 barges, c'est des barges conçues pour transporter du fret solide, du fret liquide. Et nous avons on appelle le chalanquois qui transporte les engins lourds. Donc, le chalanquois, tous ces équipements dont je suis en train de parler sont poussés par le mégatant. Et c'est ce mégatant-là qui peut pousser les barges. On peut transporter en un seul voyage plus de 100 conteneurs, que ce soit des conteneurs vides ou des conteneurs chargés. Donc 220 000 tonnes, vous voyez ce que ça peut donner pendant 2200 tonnes plutôt. Donc vous voyez tout ce que ça peut donner si on cumule le chargement de bateaux en passagers et en fret. Donc nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir jouer le rôle que les estimations qu'on a pu se donner pendant la campagne. Madame, à vous entendre, la flotte malienne en termes de navigation fluviale est très bien fournie, mais quel est ce message, dernière question, à l'endroit de la population pour que la flotte, la Comanaf, la compagnie malienne de navigation puisse tenir son rôle? Le message que nous voudrons passer à la population, c'est de nous aider à les transporter dans de bonnes conditions. C'est d'aider l'État, parce que dans tous les pays du monde, c'est pas le transport par la route seul qui peut faire le désenclavement. Nous voyons, il y a des zones qui sont desservies par le fleuve, des zones qui sont desservies par les rails, des zones qui sont desservies par la voie aérienne et par la route. Donc, nous demandons à la population, au lieu d'aller se mettre dans des tracasseries, dans des zones qui sont assez difficiles d'accès pendant la période de navigation, de venir à la Comanave et de faire des réservations à temps. Parce que la compagnie est là pour eux. Et l'État malien, c'est une société, une compagnie à 100% étatique. Et il y a un contrat-plan entre l'État et la Comanave qui nous permet de pouvoir maintenir les équipements à niveau pour permettre la navigation. Donc, ces populations qui sont desservies par la compagnie malienne, ils doivent nous aider à maintenir les bateaux à l'état, à nous accompagner, à faire des réservations à temps pour que nous puissions les servir, parce que ce sont eux les clients. Donc, c'est eux qui sont les rois, et nous demandons à ceux qui soient à nous accompagner dans les développements, à leur faire. Madame Maïmouna Aïdara, la présidente directrice régionale de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf, on espère que votre appel a été entendu pour maintenir les bateaux maliens à flot. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne fête de panafricaine. Merci. Dans un instant, le sport. Okay. Il est là, confortablement installé pour la page sportive de ce 13h dimanche. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Afro-basket féminin Kigali 2023, le Mali joue dans peu de temps contre le Sénégal. Oui, il y a une rencontre au Mali-Sénégal ou Sénégal-Mali, quelle que soit la discipline, n'est jamais facile compte tenu de la rivalité sportive entre les deux pays. Le Sénégal est la nation la plus titrée dans l'Afro-basket senior féminin avec 11 trophées et était le favori du groupe C avant son revers ce samedi contre l'Ouganda. Une défaite qui met du coup le Sénégal dos au mur. Les Lions sont obligés de battre les Aigles dames par au moins 15 points d'écart pour passer devant dans le groupe C. Mais le Mali, vainqueur de la compétition en 2007, connaît aussi le goût du succès et aura à cœur d'aller plus loin que la deuxième place obtenue en 2021. Alors la bataille entre le Mali et le Sénégal ce soir sera le dernier match du groupe D et déterminera le pays qui terminera en tête du groupe. Les deux géants d'Afrique de l'Ouest regorgent de talent avec des joueuses comme Sika Kone, Kankou Koulibaly ou encore Djeneba Ndiaye côté malien. Et le Sénégal avec ses vétérans Aya Traoré 40 ans, Oumoussar Koulibaly et Fatou Dieng 39 ans, chacune des joueuses qui ont le potentiel d'illuminer le tournoi. Sénégal-Mali, c'est ce soir à 19h temps universel.
Avant ce choc Sénégal-Mali, d'autres nations ont brillé, notamment du côté, ce qu'on peut appeler dans un tournoi les surprises du chef. Il s'agit de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire. Oui, je le disais à l'instant, dans un match qui a tenu les fans en haleine dès le coup d'envoi, les Ougandaises ont résisté aux attaques répétées du Sénégal pour terminer le match avec une marge de seulement 2 points, 85-83. L'Ouganda a maîtrisé l'un des aspects les plus importants du jeu et les rebonds. Au total, les Ougandaises ont pris 59 rebonds, soit 19 de mieux que leurs adversaires, 39 rebonds défensifs et 20 rebonds offensifs. Alors cette défaite inattendue met le Sénégal dans une situation difficile car il doit maintenant battre le Mali pour rester dans la course à la qualification directe pour les quarts de finale, car c'est le premier de chaque groupe qui se qualifie directement pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront deuxième et troisième passeront par le tour de qualification pour les huitièmes de finale. C'est pourquoi la victoire de l'Ouganda sur le Sénégal est remarquable car elle laisse toutes les équipes du groupe C en course pour la première place de la poule. Tout comme l'Ouganda, la Côte d'Ivoire signe une belle prouesse. Les Ivoiriennes sont arrivées à bout de l'Angola 72-69. Les Ivoiriennes ont tenu tête aux Angolaises jusqu'au bout. Battues d'entrée par le Rwanda, la Côte d'Ivoire se relance dans le groupe A. La Guinée, dernière de la précédente édition au Cameroun, voulait montrer un bien meilleur visage au Rwanda, mais le Chili démarre la compétition du mauvais pied. Les Guinéennes chutent lourdement devant le Mozambique pour leur entrée en lice dans le tournoi 99-44. Les Mozambicaines avaient été battues sur le fil pour leur premier match par le Cameroun et la Guinée s'est inclinée à nouveau, cette fois face au Cameroun ce dimanche matin pour le compte du dernier match de la poule, score 50-70. La RDC effectuait sa deuxième sortie dans le groupe D après le lourd revers face au Nigeria ce vendredi 69-35. Les Congolaises avaient à cœur de se racheter face à l'Égypte. C'est finalement l'Égypte qui l'emporte 89-78 grâce notamment aux 34 points et 10 rebonds de Nadine Mohamed Saïd Soliman Mohamed, meilleure marqueuse du match. La RDC enregistre son deuxième revers en autant de sorties. L'Égypte rejoint le Nigeria en tête du groupe D. Les deux équipes s'affrontent ce dimanche 30 juillet. Toujours balle au panier, mais cette fois-ci au plan local avec la 13e journée du championnat. En homme, les affiches sont USFAS Djoliba AC et AS Mandé Stade Malien de Bamako. Du côté des dames, on aura des oppositions Calaban Sport Club AS Police et Commune 6 Stade Malien de Bamako. En ouverture de la 13e journée chez les hommes, Atar Club de Kidal a pris le dessus sur l'AS Police 68-58. L'AS Real a gagné contre le Sigui de Kai 86-43. Du côté des dames, l'AS Real a largement battu le centre de formation Salamatou Maïga de Kai par 100-51 et l'USFAS s'est incliné 53-74 devant le Djoliba AC. On change de discipline, mais tout en restant avec le sport demain, cette fois-ci handball. Le championnat tire vers sa fin. Oui, les rencontres se poursuivent ce dimanche chez les hommes. On a déjà 2 résultats enregistrés ce matin. Alors, du côté des hommes, le CMB a été battu par l'AS Police 61-29. Et du côté des dames, le CMB a été battu encore par, cette fois-ci, le centre Omnisport de Missabougou 12-40. Le reste des rencontres de la journée sont Centre Omnisport de Missabougou, Sony et Tata Centre Omnisport de Missabougou chez les hommes. Du côté des dames, il y a USFAS Sigui ce samedi dans le groupe A en messieurs. Le Buton s'est incliné 18-43 devant le Sigui. L'USFAS a pris le meilleur sur le débo 37-21. L'AS Commune s'est imposé de justesse devant l'AS Mandé 34-32. Entre-temps, chez les dames, mauvaise opération pour le Sigui qui a été battu par l'AS Police 29-40 et le COL a battu le Sony AC de Gao 71-7. On termine par cette nouvelle de football. L'international malien Al-Bilal Touré, après la France à Reims et un an à Almeria du côté de l'Espagne, a de nouveau fait ses valises, cette fois-ci direction l'Italie, précisément chez l'Atalanta Bergame, banlieue de Milan. Oui, il est devenu officiellement un joueur de l'Atalanta Bergame ce samedi 29 juillet 2023. Il s'est exprimé sur son compte Twitter, très fier de rejoindre Atalanta. Je suis très heureux de pouvoir porter les couleurs de cette institution de football italien et de commencer mon aventure ici à Bergame. Je remercie le président et l'ensemble du club pour leur confiance et leur accueil chaleureux, peut-on lire. L'attaquant malien a rejoint le club italien en provenance d'Almeria en Espagne pour 28 millions d'euros, soit plus de 18 milliards 300 millions de francs CFA avec un contrat de 4 ans. Juste une petite précision, les 18 milliards ne sont pas pour Al-Bilal.
C'est le montant du transfert. Bien dit. Merci Famourou Diorté. À 13h passées de 39 minutes à Dramani, région de Caï. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Lansine Keita, mise en ligne Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Je vous retrouve lundi, demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir, tout en souhaitant bonne fête de panafricaine à toutes les femmes du Mali et d'Afrique, et en particulier à nos mamans et à la mienne. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Mais dans un instant, Kouma Sissé sera là pour la rétrospective de l'actualité dénommée Rétro 7.